Sous la pluie battante, Adrien Morel courait, ses chaussures en cuir claquant contre les pavés glissants de la petite ville de Saint-Émilion. Son cœur cognait plus fort que le tonnerre. Chaque goutte d'eau semblait porter le poids des mots qu'il venait d'entendre. « Tu es une honte, Adrien. Un péché. » Ces paroles, crachées par son propre père dans la chaleur étouffante du salon familial, le poursuivaient comme une malédiction. Il s'arrêta enfin, essoufflé, devant l'atelier de Léo, une vieille grange reconvertie au bord de la ville. La lumière vacillante des lampes à l'intérieur projetait des ombres dansantes à travers les vitres embuées. Adrien frappa à la porte, ses mains tremblantes, son costume trempé collant à sa peau. « Léo !» cria-t-il, la voix brisée par l'urgence. La porte s'ouvrit, et Léo Garnier apparut, ses cheveux noirs en désordre, une tache de peinture bleue sur la joue. À 28 ans, Léo était tout ce qu'Adrien n'était pas, libre, audacieux, vivant pour ses toiles et ses rêves. Ses yeux sombres s'écarquillèrent en voyant l'état d'Adrien. « Mon Dieu, Adrien, qu'est-ce qui s'est passé? Entre, vite !» Adrien s'effondra presque dans ses bras, l'odeur de térébenthine et de bois humide emplissant ses poumons. Il raconta tout, la dispute, les accusations, la violence des mots de son père, Jacques Morel, un homme rigide, pilier de la communauté, qui avait toujours vu en Adrien le portefeuille de la famille. Depuis la mort de leur mère, Adrien, à 32 ans, portait le fardeau des attentes. Il était l'avocat prospère, celui qui payait les factures, qui soutenait sa sœur Claire dans ses études, qui maintenait la façade parfaite des Morel. Mais ce soir, tout s'était écroulé. « Il m'a dit que je ne suis plus son fils », murmura Adrien, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. « Parce que je t'aime, Léo, parce que je t'aime. » Léo le serra contre lui, ses mains calleuses caressant doucement le dos d'Adrien. « Tu n'es pas un péché, Adrien. Tu es tout. » Mais les mots, aussi doux soient-ils, ne pouvaient effacer la douleur. Adrien savait que ce n'était que le début. Saint-Émilion, avec ses rues pittoresques et ses vignobles, était une ville où les rumeurs couraient plus vite que le vent. Et Jacques Morel, avec son influence, ne laisserait pas cette honte salir le nom de la famille. Le lendemain matin, Claire Morel, 25 ans, se tenait devant la maison familiale, un manoir imposant entouré de vignes. Ses cheveux blonds, soigneusement attachés, ne pouvaient masquer la tempête dans ses yeux. Elle avait entendu la dispute la veille, cachée derrière la porte du salon. Chaque mot de son père l'avait transpercée, mais elle n'avait pas eu le courage d'intervenir. Pas encore. Claire frappa à la porte de la chambre d'Adrien, espérant le trouver, mais la pièce était vide. Son lit impeccablement fait trahissait son absence. Elle descendit en courant, son cœur battant à l'idée qu'il ait pu quitter la ville. Dans la cuisine, elle trouva son père, assis, un journal à la main, le visage fermé. « Où est Adrien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Jacques leva les yeux, son regard dur. « Il a choisi son chemin, Claire. Un chemin qui n'a pas sa place ici. Papa, comment peux-tu dire ça? C'est ton fils. » « C'était mon fils, corrigea-t-il froidement. Un homme qui choisit ça n'est pas un Morel. » Claire sentit une rage monter en elle, mais elle la ravala. Elle connaissait son père, un homme de tradition, ancré dans ses valeurs, incapable de plier. Mais elle connaissait aussi Adrien, son frère, celui qui l'avait soutenu quand leur mère était morte, celui qui avait payé ses frais d'université sans jamais rien demander en retour. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Elle quitta la maison sans un mot, déterminée à retrouver Adrien. Les rues de Saint-Émilion s'éveillaient doucement, les commerçants ouvrant leurs boutiques, les touristes admirant les vieilles pierres. Claire marcha jusqu'à l'atelier de Léo, son dernier espoir. Lorsqu'elle frappa, ce fut Léo qui ouvrit, son regard méfiant. « Claire, » dit-il, hésitant. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux voir mon frère, » répondit-elle, la voix ferme. « Je ne suis pas comme lui. Je ne juge pas. » Léo s'écarta, et Claire entra. Adrien était là, assis sur un tabouret, une tasse de café à la main, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. En la voyant, il se leva, partagé entre honte et soulagement. « Claire, » murmura-t-il. Elle courut vers lui, le serrant dans ses bras. « Je suis désolé, Adrien. Je suis désolé pour papa. Mais je suis là. Je serai toujours là. » Pour la première fois depuis la veille, Adrien sentit une lueur d'espoir. Mais il savait que ce n'était que le début d'une bataille. Son père ne pardonnerait jamais, et la ville entière risquait de se retourner contre lui. Pourtant, avec Léo à ses côtés et Claire dans son camp, il se sentait prêt à affronter l'orage. Mais l'orage, lui, ne faisait que commencer. Les jours suivants, la tension à Saint-Émilion s'épaissit comme le brouillard d'automne sur les vignobles. Adrien avait trouvé refuge chez Léo, dormant sur un vieux canapé dans l'atelier, entouré de toiles inachevées et de l'odeur persistante de peinture. Mais il ne pouvait se cacher éternellement.
Son cabinet d'avocat, au cœur de la ville, était son gagne-pain, son identité. Pourtant, chaque matin, il hésitait à y aller, craignant les regards et les murmures. Léo, lui, refusait de laisser Adrien sombrer. « Tu es plus qu'un portefeuille, Adrien, » lui dit-il un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin rouge sous les étoiles. « Tu es un homme, un frère, un amant. Tu es toi. » Adrien esquissa un sourire, mais ses pensées étaient ailleurs. Il revoyait son père, son regard glacial, et les mots qu'il avait brisés. Il savait que Jacques ne resterait pas silencieux. Et il avait raison. Dans les cafés, les marchés, les églises, les rumeurs se répandaient. Adrien Morel, l'avocat respecté, est amoureux d'un homme. Les clients commençaient à annuler leurs rendez-vous, prétextant des excuses vagues. Une vieille amie de la famille, Madame Dubois, croisa Adrien dans la rue et détourna les yeux, comme s'il était devenu invisible. « Il me traite comme un paria », confia-t-il à Léo, la voix lourde. « Tout ce que j'ai construit en volé. » Léo posa une main sur son épaule. « Alors on va se battre, Adrien. On ne les laissera pas gagner. » Mais la bataille prenait une tournure imprévue. Un matin, Claire arriva à l'atelier, le visage pâle. « Adrien, il faut que tu saches papa a parlé au père Étienne. Ils organisent une réunion à l'église ce soir. Ils veulent sauver ton âme. » Adrien sentit son estomac se nouer. Une réunion à l'église? Cela signifiait que son père mobilisait la communauté entière contre lui. Le père Étienne, un prêtre conservateur, avait une influence considérable à Saint-Émilion. « Ils veulent me détruire, » murmura Adrien. « Non, » intervint Léo, les yeux flamboyants. « Ils veulent te contrôler. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. » Claire hocha la tête, déterminée. « Je viens avec vous. Je ne les laisserai pas te salir sans rien dire. » Ce soir-là, l'église Saint-Pierre était bondée. Les bancs de bois grinçaient sous le poids des habitants, leurs murmures remplissant l'air comme une prière empoisonnée. Adrien, Léo et Claire entrèrent ensemble, leurs silhouettes se détachant dans l'embrasure de la porte. Les regards se tournèrent vers eux, certains curieux, d'autres hostiles. Le père Étienne monta en chair, sa voix grave résonnant dans la nef. « Mes frères, mes sœurs, nous sommes réunis pour parler d'un fils égaré, d'un homme qui a succombé à la tentation. Adrien Morel a besoin de notre aide, de notre guidance, pour revenir dans le droit chemin. » Adrien sentit la main de Léo serrer la sienne, un ancrage dans la tempête. Il se leva, ignorant les battements frénétiques de son cœur. « Je ne suis pas égaré, père Étienne, » dit-il, sa voix claire malgré la peur. « J'aime un homme. Et cet amour n'est pas un péché. C'est la chose la plus pure que j'ai jamais connue. » Un silence choqué emplit l'église, suivi d'un brouhaha. Jacques Morel se leva à son tour, le visage rouge de colère. « Tu oses défier Dieu devant nous tous ? » « Je ne défie personne, » répondit Adrien. « Je veux juste vivre. » Claire se leva à son tour, sa voix tremblante mais résolue. « C'est mon frère, papa. Et je l'aime, quoi que vous disiez. Si vous le rejetez, vous me rejetez aussi. » La foule était divisée. Certains criaient leur soutien à Jacques, d'autres murmuraient en faveur d'Adrien. Léo, silencieux jusqu'alors, prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Vous parlez de péché, mais où est l'amour dans vos jugements ? Où est la compassion ? » Le père Étienne tenta de reprendre le contrôle, mais la graine du doute était semée. Adrien, Léo et Claire quittèrent l'église, laissant derrière eux une communauté en ébullition. Dehors, sous les étoiles, Adrien sentit une étrange légèreté. Pour la première fois, il avait défendu qui il était. Mais il savait que la guerre était loin d'être gagnée. Les semaines suivantes furent un tourbillon de défis. Le cabinet d'Adrien périclitait. Les clients, influencés par les sermons du père Étienne et les murmures de la ville, se faisaient rares. Adrien passait ses journées à trier des dossiers, à répondre à des courriels de plus en plus secs. Chaque facture impayée était un rappel de son ancienne vie, celle où il était le portefeuille, celui qui tenait tout ensemble. Léo, de son côté, refusait de céder au désespoir. Il peignait avec une ferveur nouvelle, ses toiles capturant la douleur et la beauté de leur amour. Une de ses œuvres, un portrait d'Adrien aux yeux tourmentés mais pleins d'espoir, attira l'attention d'une galeriste bordelaise, Sophie Laurent. « C'est magnifique, Léo, » dit-elle lors d'une visite à l'atelier. « Cette émotion c'est brut, c'est vrai. Je veux exposer tes œuvres à Bordeaux. » Léo hésita. Une exposition signifiait s'exposer, lui et Adrien, à un monde plus vaste, mais aussi plus critique. « Qu'en penses-tu, Adrien ?» demanda-t-il ce soir-là, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans l'atelier. Adrien, les yeux fixés sur le portrait, sentit une chaleur dans sa poitrine. « Fais-le, Léo. Montre-leur qui nous sommes. »
Mais à Saint-Émilion, la tempête ne s'apaisait pas. Jacques Morel, furieux de l'humiliation publique à l'église, avait décidé de frapper plus fort. Il rencontra des notables de la ville, répandant des accusations voilées contre Léo, le qualifiant des influences néfastes. Certains habitants commencèrent à éviter l'atelier, et une nuit, une pierre fut jetée à travers une vitre, accompagnée d'un mot « Quittez la ville ». Adrien ramassa les éclats de verre, ses mains tremblant de rage. « Ils ne nous auront pas, Léo. Pas comme ça. » Claire, qui passait de plus en plus de temps avec eux, proposa une idée audacieuse. Et si on organisait une contre-attaque? Une exposition ici, à Saint-Émilion. T'étoile, Léo. Ton histoire, Adrien. Montrons-leur qu'on n'a pas honte. L'idée était risquée, mais elle alluma une étincelle. Ils décidèrent de louer une salle dans un vieux chai, transformé pour l'occasion en galerie improvisée. Léo passa des nuits à peindre, tandis qu'Adrien et Claire mobilisaient leurs rares alliés dans la ville. Le soir de l'exposition arriva, et avec lui une foule inattendue. Des curieux, des sceptiques, mais aussi des âmes ouvertes, attirées par la rumeur d'un événement audacieux. Les toiles de Léo, vibrantes de couleurs et d'émotions, racontaient une histoire d'amour, de lutte, de résilience. Au centre, le portrait d'Adrien trônait, défiant chaque regard. Adrien prit la parole, sa voix tremblante mais claire. « Je ne suis pas un péché. Je suis un homme qui aime. Et cet amour est ma force, pas ma honte. » Un silence suivit, puis des applaudissements timides, qui gagnèrent en force. Claire pleurait, fière de son frère. Léo, à ses côtés, rayonnait. Mais dans l'ombre, Jacques observait, son visage fermé. Il quitta la salle sans un mot, mais Adrien savait que ce n'était pas la fin. L'exposition marqua un tournant, mais pas une victoire. Si certains habitants commencèrent à regarder Adrien et Léo avec une curiosité nouvelle, d'autres redoublèrent d'hostilité. Des lettres anonymes arrivaient à l'atelier, des insultes murmurées suivaient Adrien dans les rues. Son cabinet était au bord de la faillite, et il dut licencier son assistante, une décision qui le brisa. « Je ne peux plus porter tout ça », confia-t-il à Léo une nuit, alors qu'ils étaient allongés dans l'atelier, le silence seulement brisé par le crépitement d'un vieux radiateur. Léo se redressa, son regard intense. « Alors laisse-moi porter une partie du fardeau. On est ensemble, Adrien. Ensemble. » Ces mots, simples mais puissants, redonnèrent du courage à Adrien. Il décida de se battre pour son cabinet, proposant ses services à des clients hors de Saint-Émilion, à Bordeaux et au-delà. Pendant ce temps, Léo préparait son exposition à Bordeaux, espérant que la ville, plus ouverte, offrirait un répit à leur histoire. Claire, de son côté, faisait face à ses propres combats. Son père, de plus en plus distant, la pressait d'abandonner Adrien. « Si tu continues à le soutenir, tu perdras tout, Claire, » lui dit-il un soir, dans le salon familial. « Ta place ici, ton héritage, tout. »« Je ne veux pas d'un héritage bâti sur la haine, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Elle quitta la maison ce soir-là, emménageant temporairement chez une amie. Mais son courage inspirait Adrien et Léo, qui voyaient en elle une alliée indéfectible. À Bordeaux, l'exposition de Léo fut un succès. Les critiques saluèrent son talent, et plusieurs toiles furent vendues. Pour la première fois, Léo sentit qu'il pouvait contribuer financièrement, soulageant Adrien du poids d'être le portefeuille. Mais le retour à Saint-Émilion fut brutal. Une nuit, l'atelier fut vandalisé. Des toiles furent lacérées, des pots de peinture renversés. Un mot, écrit en rouge sur le mur, « Pêcheur ». Adrien, Léo et Claire contemplaient les dégâts, le cœur lourd. « Ils veulent nous briser », murmura Adrien. « Alors montrons-leur qu'on est incassable », répondit Léo, serrant sa main. Ils décidèrent de ne pas porter plainte, sachant que la police locale, influencée par Jacques, ne ferait rien. À la place, ils nettoyèrent l'atelier, transformant la douleur en détermination. L'hiver arriva, apportant un froid mordant à Saint-Émilion. Adrien et Léo s'accrochaient l'un à l'autre, leur amour devenant un refuge contre la tempête. Mais les pressions extérieures s'intensifiaient. Jacques, déterminé à sauver de son fils, organisa une rencontre avec un thérapeute de conversion, un homme austère venu de Paris. Adrien refusa catégoriquement de le rencontrer. « Je ne suis pas malade, » dit-il à Claire, qui l'avait averti. « Je ne laisserai personne me dire que mon amour est une maladie. » Claire, elle, cherchait un moyen de réconcilier la famille. Elle tenta de parler à son père, mais Jacques restait inflexible. « Il doit changer, Claire, ou il ne sera plus des nôtres. » Désespérée, Claire décida de s'adresser à la communauté différemment. Elle écrivit une lettre ouverte, publiée dans le journal local, racontant l'histoire d'Adrien, un frère aimant, un homme généreux,
brisé par le rejet de son propre père. La lettre fit sensation, divisant encore plus la ville, mais touchant ceux qui croyaient en la compassion. Pendant ce temps, Léo reçut une proposition inattendue. Une galerie à Paris voulait exposer ses œuvres. C'était une opportunité en or, mais elle signifiait quitter Saint-Émilion, du moins temporairement. « Et si on partait » demanda Léo à Adrien, un soir, alors qu'il marchait le long de la Dordogne. Paris pourrait être un nouveau départ. Adrien hésita. Quitter Saint-Émilion, c'était abandonner son cabinet, sa sœur, son passé. Mais c'était aussi une chance de vivre librement, loin des jugements. « Et Claire » demanda-t-il. « Elle viendra avec nous » répondit Léo. « Elle est plus forte qu'elle ne le croit. » La décision était prise. Ils commenceraient à planifier leur départ, mais pas avant une dernière tentative pour changer les choses à Saint-Émilion. Le printemps apporta une lueur d'espoir. Léo et Adrien organisèrent une nouvelle exposition, cette fois en plein air, dans un parc de Saint-Émilion. Ils invitèrent des artistes locaux, des musiciens, des poètes, transformant l'événement en une célébration de la diversité et de l'amour. Claire joua un rôle clé, mobilisant ses amis et ses contacts pour attirer une foule. L'événement fut un succès inattendu. Des familles, des jeunes, des touristes se mêlèrent, touchés par les œuvres de Léo et les discours passionnés d'Adrien. Même le père Étienne, présent par curiosité, sembla ébranlé par la sincérité des témoignages. Mais Jacques resta absent. Claire, déterminée à le faire plier, lui rendit visite. « Papa, viens voir ce qu'Adrien et Léo ont construit. Viens voir l'amour, pas le péché. » Jacques refusa, mais Claire remarqua une fissure dans son armure, un tremblement dans ses mains, un regard fuyant. À l'exposition, Adrien et Léo partagèrent un moment d'intimité, dansant lentement sous les guirlandes lumineuses, indifférents au regard. Pour la première fois, Adrien se sentit libre. Mais le lendemain, une nouvelle secousse ébranla leur monde. Jacques annonça qu'il vendait le manoir familial, coupant Adrien et Claire de leur héritage. « Il veut nous punir » murmura Claire, bouleversée. Adrien, étrangement calme, prit sa main. L'héritage, c'était nous, Claire. Pas une maison. Pas de l'argent. Nous. L'annonce de la vente du manoir fut un coup dur, mais elle galvanisa Adrien, Léo et Claire. Ils décidèrent de partir pour Paris, où Léo avait son exposition et où Adrien pourrait reconstruire son cabinet. Claire, elle, s'inscrivit à une école d'art, déterminée à tracer sa propre voie. Avant leur départ, ils organisèrent une dernière soirée dans l'atelier, invitant leurs alliés, leurs amis, tous ceux qui les avaient soutenus. La soirée fut empreinte de rires, de larmes, de musique. Adrien et Léo partagèrent une danse, leurs corps enlacés sous les regards bienveillants. Mais un invité inattendu apparut, Jacques. Il resta en retrait, observant en silence. Claire s'approcha de lui, le cœur battant. « Papa, pourquoi es-tu là ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-il. Adrien s'avança, le regardant dans les yeux. « Si tu es venu pour me juger, tu peux partir. Mais si tu es venu pour comprendre, reste. » Jacques ne répondit pas, mais il ne partit pas. Il resta jusqu'à la fin, regardant son fils rire, aimer, vivre. À Paris, Adrien, Léo et Claire trouvèrent un nouveau souffle. L'exposition de Léo fut un triomphe, et Adrien rebâtit son cabinet, spécialisé dans la défense des droits des minorités. Claire, elle, s'épanouit dans ses études, trouvant sa voie à travers l'art. 1 an plus tard, un courrier arriva. Une lettre de Jacques. Adrien, Claire, je ne sais pas si je comprendrai jamais. Mais j'ai vu l'amour dans vos yeux, cette nuit-là. Je ne suis pas prêt à tout accepter, mais je veux essayer. Adrien pleura en lisant ces mots, Léo à ses côtés. Claire, elle, sourit, voyant une lueur d'espoir. Ils décidèrent de rendre visite à Jacques, dans une nouvelle maison, plus modeste, à Saint-Émilion. La rencontre fut maladroite, pleine de silence, mais aussi de petits gestes, une main sur l'épaule, un sourire timide. Adrien n'était plus le portefeuille. Il était un homme aimé, libre, entouré de ceux qui comptaient. Et dans cette liberté, il trouva la paix. Leur amour, loin d'être un péché, était devenu leur plus grande victoire.